On va voir aujourd'hui que l'application directe du théorème de Gauss permet de calculer le champ créé par un plan infini uniformément chargé. Replaçons-nous un petit peu dans le contexte. On est en train de vouloir appliquer le théorème de Gauss, et ça veut toujours dire qu'on va d'une part devoir calculer le flux du champ électrique à travers une surface S qu'on appelle la surface de contrôle et qu'il faudra choisir de façon précise et intelligente. En général, c'est un peu malin, c'est que c'est une surface qui facilite le calcul du flux. Et d'autre part, il faudra calculer la charge intérieure à cette surface de contrôle, et ça va imposer, suivant qu'on a une densité linéique, une intégrale simple, une densité surfacique de charge, il faudra faire une intégration double, une intégration triple pour une distribution volumique de charge. Alors, prenons notre système. Comme d'habitude avec Gauss, on va commencer par tirer parti, tant qu'on peut, des symétries de la distribution. Alors, dans notre cas, notre distribution, c'est un plan ici qui est délimité. Alors, il est infini, même si là, évidemment, pour les besoins de la représentation, je l'ai représenté de façon finie. Donc, ce plan qui est ici surligné par rapport aux autres est un plan uniformément chargé avec une densité surfacique de charge qu'on note sigma. Première chose qu'on peut dire, c'est que comme ce plan est bien infini dans les directions x et y, on sait qu'on a invariance de la distribution par translation d'axes parallèles à OX, enfin le long de OX et le long de OY. Et ça veut dire qu'on peut écrire qu'a priori, le champ ne dépend pas de la variable x et ne dépend pas de la variable y, comme on l'a déjà vu dans des cas précédents, dans les cours précédents. Bien, avec une petite flèche. Le résultat, c'est que tout ce qu'on cherche, c'est la dépendance en Z. Maintenant, prenons un point M, ici situé au-dessus du point O. Alors, comme on vient de dire qu'il y avait invariance par translation, on sait qu'en réalité, si on arrive à déterminer le champ en ce point M, on va le déterminer à toutes les hauteurs, enfin, les propriétés que le champ aura au point M, elles seront valables au point M', ici, qui est situé à la même hauteur, évidemment. Et donc, a priori, on n'a qu'un seul raisonnement à faire sur le point M pour pouvoir le faire dans absolument tout l'espace. Donc, au point M, on sait qu'il y a des plans π, des plans qui laissent la distribution surfacique invariante par réflexion. Deux exemples de plans π ici. Il y en a une infinité, mais on va en prendre deux. On va prendre celui-là. Celui-là est un plan π. Donc ça, c'est le plan, pour être précis, YOZ. Alors, comme c'est un plan π, ça veut dire qu'il faut absolument que le champ E au point M appartienne au plan π, puisqu'il soit contenu dans le plan π, puisque le point M est contenu dans le plan. On a un deuxième plan π qui se situe ici, et ça veut dire qu'il faut aussi que le champ E appartienne à ce plan π. Alors, il n'y a qu'une seule façon pour que ce soit réalisé, c'est que le champ E au point M appartienne aux deux plans. Alors, quelle est l'intersection de ces deux plans? Eh bien, en réalité, c'est la droite OZ. Donc, ça veut dire que le champ E doit absolument être porté par la droite OZ, et que donc, il doit être... alors, il peut être... oui, il est vertical. Il peut pointer vers le haut ou vers le bas, ça, on ne sait pas encore. Mais, en tout cas, il est vertical. Bien. Maintenant, on va utiliser une autre invariance par réflexion, c'est celle d'invariance par réflexion par le plan X ou Y, c'est-à-dire le plan qui contient les charges, il est lui-même un plan π. Alors là, on va pas, on pourrait imaginer un point situé dans le plan π, un point m seconde. Comme il est dans le plan π, et qu'on sait que le champ est vertical, le champ est vertical parce que c'est valable pour le raisonnement qu'on a fait pour le point M, on peut le faire pour n'importe quel point de l'espace en réalité. On a toujours deux plans π qui passent par ce point et qui font que le champ doit être vertical dans cet endroit-là. La seule chose, c'est qu'il appartient aussi au plan π qui contient les charges, au plan X ou Y. Donc il faut que le champ E soit aussi compris dans le champ X ou Y. Et ça veut dire que la seule solution, c'est que en M secondes, le champ il est nul. Bon, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le champ en un point symétrique du point M. J'ai noté M tierce, par exemple. Eh bien, il se trouve que, comme on a une symétrie de la distribution par rapport à la réflexion,
alors on sait que le champ au point m tierce, ça doit être le symétrique du champ au point m, c'est-à-dire qu'il doit être comme ça. C'est aussi ce que symbolisent les flèches rouges sur le dessin. C'était un spoiler. On a divulgaché tout. Donc, voilà. Donc ça veut dire que ça, on va le noter de cette forme-là, c'est que le champ E au point en z, ou en moins z, c'est-à-dire au point m tierce, c'est en fait l'opposé du champ E en z, c'est-à-dire au point m. Et donc du coup, on sait que le champ, il s'écrit comme une fonction qu'on va juste noter e de z sans le vecteur, e de z uz, et que cette fonction-là, elle est forcément, c'est ce qui est écrit ici, elle est forcément ici impaire, parce que e de moins z égale moins e de z. Alors maintenant, quand on veut appliquer le théorème de Gauss, il va falloir choisir une surface de contrôle. La recette, c'est de choisir des surfaces qui aient des vecteurs. Alors pour pouvoir faire des calculs, il vaut mieux que le vecteur normal à la surface soit facilement exprimable. Prenons par exemple ici une surface cylindrique centrée sur l'axe OZ. Alors, pourquoi est-ce que c'est plutôt intelligent? C'est parce que le vecteur normal à la surface en haut, là, le vecteur N1, c'est en fait UZ, le vecteur unitaire qui dirige l'axe OZ. Quand on va regarder sur la surface extérieure, alors ça ne va pas être hyper simple, sauf si on se place en coordonnées cartésiennes. C'est pas simple, mais en coordonnées cylindriques, c'est relativement simple. Si on prend un point M sur la surface ici, la normale, c'est UR en coordonnées cylindriques. Donc, on sait facilement exprimer les vecteurs. Il faut noter que sur la surface inférieure, la normale N2, c'est en fait moins UZ. Donc, comme on sait facilement exprimer les vecteurs, eh bien, c'est une bonne surface de contrôle. Il y a aussi, et c'est ça qu'on va voir, que le champ E, il ne dépend ni de x ni de y, et que donc, prendre une surface à z égale constante, ça va faciliter largement les flux, le calcul des flux. Bien, alors allons-y, on va exprimer le flux de E à travers cette surface de contrôle. Ici, elle est fermée. Donc l'idée, c'est de dire qu'on ne sait pas le calculer directement comme ça pour toute cette surface de contrôle, on va le diviser en plusieurs morceaux qui ne sont pas fermés, donc j'arrête de mettre des ronds autour des intégrales. On va prendre la surface S1, c'est-à-dire la surface supérieure. Et donc on a E scalaire N1 ds, c'est la signification du petit vecteur élémentaire ds. Plus, on va faire l'intégrale sur la surface S2, de E scalaire N2 ds, plus, et il faut l'intégrale sur en fait le côté, c'est la surface qui est notée SL, la surface latérale, donc de E scalaire NL, vecteur N latéral, ds. Alors, on va tout de suite un peu simplifier les choses. On sait d'autre part, avec les considérations de symétrie, que E de Z, que E s'écrit E de Z UZ. Et la conséquence de ça, c'est que tout de suite, on sait que ce terme-là, il va être nul. Puisque ce terme-là, on peut le réécrire, enfin on peut spécifier le vecteur normal, on sait que c'est UR. Or, UR scalaire UZ, c'est toujours 0. Parce que UR et UZ sont perpendiculaires. Donc le champ E, comme il est que suivant UZ, il est toujours perpendiculaire au vecteur NL. Et donc ça fait un flux qui est nul. On le repère tout de suite, pas besoin de le calculer, pas besoin de spécifier les variables, on repère tout de suite que ça va faire un champ nul, parce que le champ, un flux nul parce que le champ est perpendiculaire à la surface. Il nous reste ces deux intégrales-là à calculer. L'intégrale de S1, là on a un E de Z, puisque c'est la surface qui passe par le point M, qui est ici, qui a une hauteur Z, plus, alors le vecteur ici, donc E de Z, UZ, le vecteur unitaire, on a vu que c'était UZ, ds, plus,
Alors la surface S2, cette fois-ci, elle est située à une altitude de moins Z. C'est comme ça qu'on a construit les choses, hein. C'est un cylindre qui est symétrique par rapport au plan. Et donc, on a E de moins Z. UZ, scalaire. Alors attention, parce que là, le vecteur de la normale sortante, elle est sortante, et pour qu'elle soit sortante, il faut que ce soit moins UZ ici. DS. Voilà, plus évidemment 0, ça c'est le flux latéral. Et quand on va devoir écrire ça, eh bien le truc c'est que on est en train d'intégrer sur des surfaces S1 et S2 qui se situent à une altitude Z constante. Ça veut dire que le E de Z, en réalité, on peut le sortir de l'intégrale. Et il nous reste juste l'intégrale de S1 ds. Et ça, c'est juste, justement, S1, la surface supérieure. Plus, cette fois-ci, on peut, de la même manière, donc on a UZ, scalaire UZ, ça fait 1. UZ scalaire moins UZ, ça fait moins 1. Donc, on a un moins ici. Et puis, on a E de moins Z qu'on peut sortir de l'intégrale. Donc j'ai sorti et le moins et le E de moins Z qui sont constants de l'intégrale. Et on se retrouve avec l'intégrale de S2 ds. Intégrale dont la valeur vaut en réalité S1, la même valeur que la surface S1, puisqu'on a ici un cylindre qui est droit et qui est perpendiculaire au plan. Or, E de Z, on a vu que E de moins Z, pardon, on a vu que c'était E moins E de Z. Donc ça, en fait, c'est E de Z. Et donc, ce flux vaut 2 fois E de Z fois S1, ou S, on pourrait dire S, mais S1, pardon, c'est la surface supérieure, voilà, du cylindre. Bien, on a fait là la moitié du travail. Il va falloir maintenant exprimer l'autre partie, c'est-à-dire la charge contenue dans cette surface de contrôle. Alors, on sait que les charges sont contenues uniquement dans le plan. Et donc, si on dessine ici la section du cylindre et du plan, ça doit faire un truc vaguement comme ça. Voilà, donc ça, c'est la section des deux, et c'est l'endroit où sont contenues les charges. Je vais le hachurer. J'aime beaucoup hachurer. Et donc, tout simplement, ici, la charge contenue, bien sûr, on pourrait écrire que c'est l'intégrale de sigma ds. Mais en fait, sigma étant constante, j'ai le droit de la sortir de l'intégrale et d'écrire que c'est ça. Et donc ici, c'est juste la surface de la section, et la surface de la section, c'est S1, en fait, la surface de la... C'est comme ça qu'on a noté la surface de la section du cylindre. Donc ça fait sigma fois S1. Ouais, voilà, ça y est, c'est fait. Hein. Alors maintenant, on va associer les deux dans le cadre du théorème de Gauss pour voir ce que ça donne. On applique maintenant le théorème de Gauss, et donc on écrit l'égalité entre le flux à travers le cylindre qu'on a défini. Alors on est d'accord qu'en réalité, on est en train d'écrire le flux à travers toute une famille de cylindres, parce que Z peut varier. Et on écrit que c'est égal à la charge intérieure, sigma fois S1 sur epsilon 0. Donc à gauche le flux, à droite la charge intérieure sur epsilon 0. On peut simplifier par S1. On s'aperçoit que finalement le choix de cette surface était arbitraire, et on obtient que E de Z est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Alors il faut bien dire que ça c'est pour un Z qui est positif, c'est-à-dire qu'on se place sur l'interface du dessus. Maintenant si Z est inférieur à 0, alors si Z égale 0, on a vu tout à l'heure que par raison de symétrie, E de 0 en fait, c'était égal à 0. Maintenant, si Z est inférieur à 0, E de Z, c'est en fait E de moins valeur absolue de Z. Et donc, on sait que la fonction E de Z est une fonction impaire, donc on a le droit de sortir le signe moins, tout simplement. Ça fait E de Z. Or, la valeur absolue de Z est positive, donc on trouve moins sigma sur 2 epsilon 0. Dit autrement, on a bien
une fonction impaire, je vais la dessiner ici, vaguement. Donc, on se retrouve avec une fonction, là ce que je trace, pardon, c'est E de z en fonction de z. Donc, quand on est à droite, on est au-dessus du plan uniformément chargé, on s'aperçoit qu'en réalité, la valeur du champ, c'est sigma sur 2 epsilon 0, et que ça ne dépend pas en réalité de z. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on pouvait déduire des symétries, mais c'est vrai. Il se trouve que ça ne dépend pas de z. Et puis, pour les valeurs négatives de z, eh bien, on a moins sigma sur 2 epsilon 0. On a bien une fonction qui est impaire. Ici, on a 0. On a bien une fonction qui est impaire pour E de z. Donc, E de z est égal à sigma sur 2 epsilon 0 fois, des fois on note ça comme ça, le signe de z, uz. Et voilà pour le champ du plan infini uniformément chargé. Alors il y a une dernière petite remarque qu'on pourrait faire, c'est sur le choix de notre interface, de notre surface de contrôle. Alors, quand on prend un point M, ici, globalement, finalement, on a pas mal de liberté, parce qu'on sait que le champ en cet endroit-là, il dépend que de Z. Et donc, si on veut déterminer ce champ, parce que c'est ça qu'on a fait quand on a utilisé le théorème de Gauss, on a déterminé ce champ en posant non pas le théorème de Gauss pour une surface de contrôle, mais en fait pour toute une famille de surfaces de contrôle paramétrées par Z. C'est ça qui est sympathique, c'est le fait de dire que ça doit être valable pour tout Z. Et c'est ça qui fait que du coup c'est un invariant. Le fait que pour tout Z, la charge intérieure contenue soit tout le temps la même, quelle que soit la hauteur de notre cylindre, ça fait que eh bien, du coup le champ ne dépend pas de Z. Alors, simplement, on aurait pu choisir autre chose. Par exemple, un nounours. J'ai un faible pour les nounours. C'est un nounours horizontal, là vous voyez ses oreilles. Voilà. On peut même lui faire des petits yeux si on veut. Voilà. Et donc ça c'est mon nounours et je fais un cylindre de mon nounours. Éventuellement, non, bon, on ne va pas détailler ici, je fais un nounours ici qui va être le symétrique du nounours placé qui contient le point M. Donc ce nounours là, bref, c'est le symétrique et donc évidemment, c'est ça qu'il faudrait que je fasse un peu mieux. Hop, alors ça c'est censé aller en bas là. Et, ouais, donc atelier dessin disais-je. Hop, hop. Si je vous jure, c'est juste en dessous. Il faut que je revoie mon atelier dessin un peu. Hop. Ouais, je peux pas. Ouais, alors là, il y a une. Au-delà des effets de perspective de folie que je vous fais, vous voyez que, ouais, je ne peux pas dessiner tout le nounours, il se cache en partie. Donc vous voyez que ça, c'est un nounours, bon, ça d'accord, certes, mais finalement, le calcul du flux, il est simple, parce que le calcul du flux à travers la surface du dessus, et ben comme c'est une surface à z égale constante, c'est juste... et que E est dirigé suivant Z, c'est juste E de Z fois S1, la surface du nounours. Et on sait aussi que comme, alors je sais qu'elle n'est pas très bien dessinée, mais comme la normale sortante est toujours finalement horizontale pour toute la surface latérale, alors on sait que le flux, pour la surface latérale, il est lu quoi qu'il arrive, parce que la surface est verticale, et que le champ aussi est vertical. Donc ça veut dire pas de flux, quelle que soit la forme de la surface. Autrement dit, on peut prendre une sorte de cylindre en forme de nounours, de prisme nounours, pour appliquer le théorème de Gauss. Ça change en fait strictement rien. Donc ça permet d'apprécier la liberté qu'on avait dans le choix de la surface de contrôle pour appliquer le théorème de Gauss. Hélas, c'est pas souvent qu'on a autant de choix, on va le voir plus tard. Il
Il y a beaucoup de cas où il n'y a que quelques surfaces qui marchent. Mais ici, on peut faire un nounours.